Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, les contrats de mémoire. Plus haut qu'un obélisque et plus dur qu'un métal. Je me suis érigé un monument moral. Que ne pourront briser ni le vent ni l'orage. Ni même ruiner le cours fatal des âges. Gavrila Romanovitch Derjavin, 1765, édition Katia Granoff. Chapitre 1, le sentiment collectif du passé. Comment les sociétés se souviennent-elles ? Elles se fondent sur des contrats de mémoire, composants du contrat social, à la fois absolument nécessaire et tout aussi conventionnel que lui. La question mémorielle résulte d'abord de l'hypothèse psychologique de l'importance de la mémoire dans la constitution de l'identité des individus et des sociétés. Cette hypothèse est développée par une riche tradition philosophique, associée au développement de la neurophysiologie et de la neuropsychologie, au centre de laquelle nous pouvons inscrire tout autant les profondes analyses de Henri Bergson sur l'identité de la conscience et de la mémoire, que la théorie freudienne de l'inconscient, inconscient dont la psychanalyse énonce que sa nature est essentiellement mnésique. Tradition philosophique et scientifique, donc, qui confirme que la mémoire est le support des différents éléments de l'identité. Étant entendu, précisons-le, qu'il n'existe pas d'identité figée, et que l'identité, individuelle ou collective, résulte d'une construction, d'une élaboration temporelle, associée à des variations plus ou moins importantes. Ces variations, à leur tour, dépendent étroitement de la manière dont s'organise la mémoire, dont s'ordonnent les repères temporels. Par exemple les questions des apostrophes. Origine ou la détermination des événements clés d'une vie individuelle et d'une vie de groupe. C'est notamment dans la manière dont elle constitue son rapport au passé qu'il convient d'apprécier ce qu'une société est capable d'apporter de positif aux individus et aux groupes qui la composent à un moment donné, sachant que le passé, vécu ou seulement connu, individuellement et collectivement, est susceptible d'engendrer des troubles de la mémoire. Ainsi que les décrivent des neuropsychologues, ces troubles peuvent ne pas être conscients, mais produire néanmoins toutes sortes de souffrances émotionnelles, depuis les simples disconnexions neurologiques jusqu'aux formes dépressives les plus graves, et qui inscrivent au chapitre de la mémoire, non seulement bien sûr, les souvenirs, mais tout autant les troubles dont résultent les amnésies et les déformations. Là encore, la psychanalyse freudienne nous fournit sur les troubles de la mémoire des analyses d'une grande pertinence. Les amnésies collectives, dont fort probablement aucun groupe humain n'est exempt, sont également en jeu, ainsi que le montrent Benjamin Stora et Mohamed Harbi, La guerre d'Algérie 1954 à 2004. La fin de l'amnésie. Les auteurs y livrent les contributions de quelques 25 historiens acceptant de regarder en face un passé globalement refoulé depuis un demi-siècle. D'où l'importance du dans comment une société se souvient-elle ? Cela signifie que quand on reconnaît que l'identité est de façon primordiale une question de mémoire, on énonce probablement une quasi-évidence. En revanche, ce qui importe, c'est de préciser comment l'identité participe du statut même de la mémoire, en l'occurrence de la manière dont se constitue la mémoire collective, qui peut revêtir non seulement des contenus, mais surtout des formes très diverses. Maintenant, comme l'indique la référence précédente au livre de Benjamin Stora, quand il s'agit de mémoire collective, nous pensons aussitôt, probablement en raison d'une habitude culturelle, à un domaine de connaissance spécifique qui s'appelle l'histoire, qui recouvre les champs les plus variés. Si en effet, nous associons aujourd'hui quasi mécaniquement la mémoire à l'histoire, c'est en raison de l'expansion rapide dans la seconde moitié du XXe siècle, de ce qu'Emmanuel Leroy-Ladurie a appelé le territoire de l'historien, territoire si étendu qu'il est devenu quasi impossible d'en faire l'inventaire, depuis l'histoire des cultures et des mentalités jusqu'aux histoires démographiques et climatiques, en passant par les histoires sociologiques et biographiques. Nous pouvons supposer qu'entre les sociétés prétendument sans histoire, les États-nations européens issus du double mouvement de la Renaissance humaniste et des Lumières de la Révolution, et les formes sociopolitiques engagées par les idéologies du XXe siècle, la relation des identités au passé revêt une teneur très variable. Or, dans notre conscience collective présente, mémoire collective et histoire ont fini par fusionner, au point qu'à nos yeux, il semble aller de soi que toute mémoire collective devient histoire. Notre réflexion consistera à nous défaire de cette habitude de confondre mémoire collective et histoire,
pour renouer le cas échéant avec les formes de mémoire collective anti-historique ou non historique. Pour preuve, depuis quelques décennies surgissent des conflits de mémoire, donc des conflits entre mémoires, et des conflits entre histoire et mémoire. Il importe de bien faire la distinction entre les deux, parce que les conflits de mémoire ne concernent pas seulement, et pas d'abord, les historiens, même si les historiens ont un rôle éminent à jouer dans la résolution de ces conflits. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la colonisation, de la guerre d'Algérie, qu'il s'agisse de la question juive, ou bien de l'identité française sur laquelle il faudra revenir un peu plus loin. Pensons ainsi à tout ce qui peut toucher aux mémoires collectives concernant les identités régionales ou nationales. Conflit de mémoire, cela signifie que la mémoire collective n'est pas unanime, n'est jamais unanime, sinon par manipulation idéologique, et que dans une société vivante, si organisée soit-elle, demeurent par-delà les consensus des mémoires distinctes, voire conflictuelles. Et ce qui est en jeu, dans ces conflits de mémoire, c'est l'identité des individus et des groupes, et donc leur aptitude à assumer leurs existences à partir de ce qu'ils ont vécu et des expériences transmises par leur entourage. Or, cette mémoire vécue est constituée de souvenirs liés à des expériences, et non d'un simple savoir, entendu comme un ensemble d'informations. En revanche, il existe aussi des conflits entre histoire et mémoire, qui constituent autant d'enjeux contemporains des sciences humaines et sociales, dans la mesure où les connaissances relatives au passé, telles qu'elles sont construites par les historiens, peuvent apparaître comme partielles, comme partiales, et même parfois, à tort ou à raison, comme des caricatures et des déformations de la réalité passée. Ainsi n'est-il pas rare aujourd'hui que la mémoire vécue d'un groupe vienne contester tantôt le travail des historiens, tantôt la mémoire officielle. Une manière d'insister sur ce que la mémoire vécue par les individus et les groupes n'aboutit pas nécessairement à la constitution de ce savoir raisonné et organisé que nous appelons histoire. Dans le long développement des cultures humaines, cette mémoire produit des mythes et des œuvres, dont nous analyserons plus loin les enjeux mémoriels. Pour le moment, il convient d'opérer deux distinctions. Première distinction entre la mémoire et l'histoire. La connaissance historique est autre chose que la mémoire proprement dite, du moins constitue-t-elle un genre de mémoire collective sans doute tardif et en tout cas très particulier, lié au développement du savoir en Occident. C'est ce qui nous amènera à réfléchir sur les lieux de mémoire et sur ce que nous appellerons la fonction mémoriale, qui tiennent parfois contradictoirement à la fois de l'histoire et de la mémoire vécue des groupes. Une seconde distinction est à opérer entre les conflits de mémoire, dans la mesure précisément où la mémoire collective n'est pas première, mais résulte de la coexistence des mémoires individuelles et collectives, ainsi que de la métamorphose de mémoire individuelle en mémoires collectives. C'est pourquoi il apparaît que la première démarche permettant de déterminer comment une société se souvient, doit consister à examiner comment la mémoire, de fonction individuelle, devient quelque chose de collectif. Maintenant, si nous prétendons partir de la forme originelle de la mémoire, il importe de préciser de quelle nature est cette mémoire surgissant. De même qu'il vient d'être suggéré que l'histoire, en tant que connaissance constituée, résultait d'une élaboration et d'une construction intellectuelle très spécifiques, de même importe-t-il de saisir comment se constitue cette mémoire qui, d'individuelle, se fait collective. C'est donc d'une certaine façon à la genèse de la mémoire collective qu'est consacré ce premier moment de la constitution de la manière dont une société se souvient. Car avant de relever de l'histoire méthodique, avant même de se constituer en récit mythologique ou légendaire, avant de se faire mémoire sociétale, la mémoire est d'abord mémoire des individus. Ce détour est nécessaire parce qu'il demeure important que la mémoire collective, quel que soit son degré d'élaboration, symbolique, dans le cas des mythes et des œuvres, ou plus purement rationnelle dans le cas du savoir historique, demeure chose vivante, et pour cela, demeure constitutive de nos existences individuelles, c'est-à-dire soit comprise par chacun comme concernant pleinement sa propre existence. Faisons l'hypothèse qu'une mémoire morte n'est pas une mémoire, qu'une mémoire purement livresque n'est pas une mémoire. Prenons deux exemples. Depuis plusieurs décennies, les grands récits et légendes du Moyen-Âge européen, de l'Antiquité grecque et romaine, de l'Orient, qui enthousiasmaient les sociétés anciennes et qui ont encore constitué naguère une dimension réelle de nos existences, ces grands récits ne cessent de devenir lettres mortes pour la plupart des gens auxquels ils sont encore transmis. Il y a certainement des nuances à apporter à ce propos,
Mais ce phénomène constitue très probablement l'une des manifestations de ce que Jean-François Lyotard a appelé naguère la postmodernité. Cette fin des grands récits, diagnostiquée par l'auteur de La condition postmoderne, 1979, désigne ce moment où ces récits perdent leur teneur mémorielle, cessent, en somme, de nourrir les identités. Un second exemple peut nous éclairer. La manière dont l'histoire, dont chacun d'entre nous a reçu au moins les rudiments à l'école, semble faire l'objet d'une désaffection qui amenait Jean-Pierre Rioux, en 2006, à ce triste bilan que tout se passe comme si ce pays était sorti de l'histoire vive pour entrer en mémoire vaine. Mémoire vaine est bien la formule pour dénoncer cette forme d'amnésie que constitue l'indifférence pour le passé. Il y a à nuancer la formule de Jean-Pierre Rioux sur le point suivant. Sacrifiant à un mécanisme d'association, Jean-Pierre Rioux semble identifier mémoire et histoire, et c'est cela, semble-t-il, qui le conduit à dénoncer le n'importe quoi mémoriel qui, à ses yeux, détruit l'âme de la France. Or, sans s'inscrire en faux contre son souci qui est justement de préserver un esprit national consistant et vivant, il paraît nécessaire de faire la part entre le n'importe quoi mémoriel, qui concerne notamment la question des politiques de mémoire, et de réels conflits de mémoire qui très légitimement peuvent mettre en cause à la fois le savoir historique et une certaine forme de mémoire collective. Il est difficile, par exemple, d'intéresser des générations de Français d'origine étrangère à une identité nationale décrétée au mépris de la mémoire propre de leurs origines. Cela parce qu'il semble que les conflits de mémoire, et que les disjonctions présentes entre histoire et mémoire, mettent en cause la fonction positive de la manière dont une société se souvient. C'est la raison pour laquelle il convient de commencer notre approche de la question mémorielle par le sentiment collectif du passé, le sentiment indiquant ce par quoi une mémoire est vécue par ses détenteurs comme quelque chose les concernant, et non comme un savoir, un peu abstrait, un peu indifférent, voire lointain. Et c'est effectivement la chose qui doit d'abord nous surprendre. Comment des individus socialisés parviennent-ils à ressentir comme leur, c'est-à-dire comme constitutif de leur être, de leur identité, de leur existence, une mémoire dite collective ? Pour préciser le sens de cette question, il convient d'opérer également une distinction entre une mémoire collective effectivement vécue, et une mémoire collective transmise, voire seulement apprise. Apprendre à l'école, nos ancêtres les Gaulois, est une chose, faire sienne la formule au point de se sentir soi-même Gaulois en est une autre. C'est sur ce dernier point que doit porter notre réflexion. Est-ce que nous ne devons pas apprécier la valeur d'une société à la manière dont sa mémoire saisit les individus qui la composent, sachant toutefois que la mémoire collective, quelle que soit la forme qu'elle revêt, peut se révéler positive ou négative pour les individus selon le type d'oubli et de falsification qu'elle produit sur eux, ou bien le degré de vérité et de lucidité dont elle se révèle capable ? C'est le genre de réflexion qui a conduit Maurice Halbwachs, l'un des fondateurs de la sociologie française, à inventer, il y a un peu plus d'un demi-siècle, la notion de mémoire collective, notion qui nous est familière aujourd'hui, mais dont Halbwachs pouvait écrire entre les deux guerres mondiales. On n'est pas encore habitué à parler de la mémoire d'un groupe, même par métaphore. Il y a donc un peu plus d'un demi-siècle, l'idée habituelle était encore que la mémoire fût essentiellement chose individuelle, et que les souvenirs résultaient de modifications cérébrales ou de sensations qui donnaient lieu à des jeux d'images tout à fait personnels. Hypothèse qui résultait essentiellement des travaux si importants de Bergson, qui, dans un ouvrage majeur devenu un classique, Matière et mémoire, 1896, concentre toute son étude sur le problème des rapports entre le corps et l'esprit, ainsi que l'indique le sous-titre de son livre. L'idée d'une mémoire collective, qui nous est devenue si familière et qui nous semble aller de soi, résulte donc d'une hypothèse sociologique récente selon laquelle, écrit Halbwachs, réfutant Bergson dont il était l'élève, les souvenirs ne reparaissent pas tout seuls, spontanément, par suite de modifications cérébrales qui ne s'expliqueraient que par notre organisme ou à l'occasion de nos sensations par un jeu d'images étroitement personnel. Il faut que nous reconstruisions le passé, et pour cela il faut un effort de réflexion qui s'appuie sur tout un ensemble de notions non seulement d'idées, mais de faits, d'événements, de lieux, de temps, de personnes qui sont communes à nous et aux autres, qui se conservent dans leur esprit en même temps que dans le nôtre, parce que nous vivons ensemble, associés en groupe. Quelle différence avec l'époque présente où la notion de mémoire collective est tellement répandue qu'elle recouvre pêle-mêle, selon Marie-Claire Lavabre, souvenirs de l'expérience vécue, commémoration, archives et musées, mobilisation politique de l'histoire ou invention de la tradition,
monuments et historiographie, conflits d'interprétation, mais aussi oubli, symptômes, traces incorporées du passé, occultation et falsification de l'histoire. Et Marie-Claire Lavabre de conclure ainsi usage et mésusage de la notion de mémoire, 2000. La mémoire embrasse décidément trop et signale par là même le caractère métaphorique de son usage. Précisons. Caractère métaphorique de son usage. Nous retrouvons le terme de métaphore employé avant-guerre par Maurice Halbwachs. Que peut signifier un usage métaphorique de la mémoire? Que le terme de mémoire n'est pas le terme exact, qu'il s'agit d'une manière de dire, d'une manière de désigner quelque chose qui n'est pas à proprement parler de la mémoire, mais que le terme de mémoire permet de suggérer. Ce qui signifie aussi qu'un usage métaphorique de la mémoire peut relever de l'abus, soit abus de langage, soit abus de pensée. Nous aurons l'occasion au cours des prochains chapitres d'analyser plus en détail les usages abusifs de la mémoire, notamment à propos de la mémoire officielle et de la vigilance mémorielle. Mais dès à présent, la constitution d'une mémoire de groupe demande une justification supplémentaire. En effet, lorsqu'Halbwachs s'efforce de définir la mémoire collective, s'agit-il d'une mémoire au même titre que cette mémoire individuelle dont chacun de nous fait l'expérience, ou bien s'agit-il d'une métaphore? La définition de la mémoire collective par Maurice Halbwachs telle que la postérité l'a retenue, laisserait plutôt entendre que la mémoire collective n'est pas une métaphore, mais une réalité psychologique selon laquelle c'est le groupe en tant que groupe qui se constitue une mémoire collective. À preuve les usages contemporains de la notion de mémoire collective qui désignent tout autant les usages politiques du passé que toutes sortes de représentations de groupes, nations, partis ou institutions. Or, ainsi que le laisse entendre Gérard Noiriel dans son introduction à la socio-histoire 2006, parler de mémoire collective pour désigner n'importe quel type de relation qui lie entre eux un nombre croissant d'individus peut constituer une erreur de langage et même prêter à confusion. En vérité, une lecture plus attentive d'Halbwachs laisse percevoir qu'il pouvait aussi concevoir la mémoire collective en mettant l'accent sur les individus qui composent le groupe. Dans ce cas, la mémoire collective n'apparaît plus comme une conscience de groupe en tant que groupe, mais comme conscience des individus qui composent le groupe. Une hypothèse purement sociologique conduirait à l'affirmation d'une mémoire collective extérieure et supérieure aux individus, selon une formulation que n'aurait pas désapprouvé Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française et qui fut le maître de Maurice Halbwachs. D'ailleurs Émile Durkheim, qui parle de conscience collective, donne lui-même l'indice du problème quand il définit la conscience collective comme l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société. S'il s'agit d'une moyenne, terme qui relève de la statistique, il ne peut s'agir d'une conscience, à plus forte raison d'une mémoire, autonome par rapport aux individus, mais de croyances et de sentiments dont témoigne une majorité d'individus. En effet, ce n'est pas une question secondaire que de se demander si la mémoire collective est réellement une mémoire, ou seulement une métaphore, car dans ce dernier cas cela conduirait à penser qu'il n'existe de mémoire à proprement parler que chez les individus. Roger Bastide, lui aussi éminent sociologue et anthropologue, note d'ailleurs que si Halbwachs n'est jamais arrivé à se détacher de l'idée d'une conscience collective extérieure et supérieure aux individus, les textes qui constituent la mémoire collective témoignent de l'intuition de l'interpénétration des consciences et permettent de penser la mémoire comme un lieu de rencontre. Voilà deux formules particulièrement intéressantes qui évitent toute caricature sur la mémoire collective et permettent de souligner le caractère vivant et dynamique de cette mémoire. Ainsi, la notion de mémoire collective, qui aboutit à privilégier le point de vue du groupe, n'autorise pas à considérer que la mémoire collective transcende les mémoires individuelles. L'opposition de l'individuel et du collectif désigne plutôt une influence réciproque entre les groupes et les individus qui les composent. Ainsi que le formule si bien Marie-Claire Lavabre, la mémoire est dite collective non pas parce qu'elle est la mémoire du groupe en tant que groupe, mais parce que le collectif, le social, est l'état dans lequel existent les individus. Ce dernier point nous conduit à assouplir encore la notion de mémoire collective. Il n'existe jamais en effet une mémoire collective, comme pouvait le laisser penser naguère le débat français sur l'identité nationale. L'idée d'une identité nationale associée à une mémoire collective homogène ne pouvait que donner lieu à des confusions et à des dérapages. En effet, si la mémoire collective est formulable en termes de moyenne ou de tendance,
c'est qu'elle est de la nature d'une interaction, qui n'annule en rien, bien au contraire, la multiplicité des appartenances des individus qui composent le groupe. D'où le rappel nécessaire qu'une mémoire collective témoigne seulement de l'état dans lequel existent les individus. C'est ce qu'établit fort bien le roman d'Hermann Brohr, Les Irresponsables, publié en Allemagne en 1950. Ce roman d'Hermann Brohr analyse admirablement le climat social qui a favorisé l'avènement du nazisme et décrit précisément l'insouciance des petits bourgeois médiocres que leurs idées politiques vagues et confuses ne permettent pas de considérer comme des responsables directs du nazisme. Mais il montre en même temps que c'est leur état d'esprit qui a rendu possible le nazisme. En somme que la prétendue innocence de tous ces personnages n'en fait pas moins d'eux des coupables. Il en résulte ce fardeau de la mémoire collective allemande étudié par Pierre-Yves Godard, 1997, dont l'analyse du deuil collectif allemand après le national-socialisme permet d'indiquer que la mémoire collective de Maurice Halbwachs demeure infiniment plus riche en suggestions que la caricature à laquelle donne souvent lieu la notion. Ainsi, il apparaît que la mémoire collective ne s'exprime pas nécessairement, et pas seulement, dans les usages les plus étroitement institutionnels ou politiques du passé, ou dans ce qui fait l'objet des études historiques, mais concerne, ou du moins devrait concerner de plein droit tout ce qui demeure inscrit dans les expériences vécues en commun par des individus appartenant à un moment donné à un même groupe, sachant que nous devons tenir pour insuffisantes les seules mémoires collectives officielles ou dominantes. Loin que ce soit la conscience collective qui s'impose de l'extérieur et de manière quelque peu artificielle aux consciences individuelles pour produire les représentations partagées du passé, il convient de soutenir que la fonction des mises en récit publiques ou autorisées du passé est de donner finalement sens aux souvenirs individuels. C'est la raison pour laquelle il convient d'insister sur le sentiment collectif du passé, l'usage du terme de sentiment visant à souligner la dimension vivante et vécue de toute mémoire véritable. C'est ce qui doit nous amener à soutenir que la mémoire collective n'a de sens et de valeur que dans la mesure où elle peut être reliée à des souvenirs d'expériences vécues et transmises, exigence qui prend sens quand se trouve posée, quand on parle aujourd'hui de mémoire, la question de la justice ou qu'on exprime le souci de la réconciliation. Une précision cependant, sur laquelle il faudra revenir plus longuement au cours des prochains chapitres. S'il n'est pas question de confondre histoire et mémoire collective, il n'en revient pas moins aux historiens dont le métier est de travailler à connaître et à comprendre le passé tel qu'il s'est passé, de prendre en compte la mémoire collective pour en analyser les raisons et les effets dans le présent, notamment quand il s'agit pour tout un tas de raisons, de lutter contre l'oubli, de rendre compte de mémoires douloureuses ou honteuses, pour contribuer à la vérité et à la réconciliation. Il n'est donc pas plus justifié de confondre histoire et mémoire, qu'il ne serait légitime de prétendre qu'il y a forcément conflit entre ces deux domaines distincts. Chapitre 2 – La mémoire des œuvres. Terre mouvante, horrible, exquise et conditions humaines hétérogènes se saisissent et se qualifient mutuellement. La poésie se tire de la somme exaltée de leur mémoire. René Char, en 33 morceaux, 1956. Nous vivons, individuellement et collectivement, et depuis longtemps, dans des sociétés dont la mémoire collective est très organisée, ou plutôt les mémoires, car les identités demeurent peu ou prou hétérogènes quel que soit le degré de cohérence atteint par l'esprit collectif. Cette organisation, cette structuration mémorielle si déterminante dans la constitution de nos identités, nous la devons certes à l'écriture, constituée dans 5 ou 6 foyers de civilisation il y a environ 5000 ans, et bien plus récemment, à la constitution du savoir et des archives historiques, il y a maintenant presque 2 siècles, avec un faisceau d'antériorité dans la Grèce ancienne, sous l'égide d'Hérodote et de Thucydide que l'on considère avec raison comme les pères de la connaissance historique au 5e siècle avant ère chrétienne. Néanmoins, la réflexion qui suit relève d'un double questionnement. Comment se constituent nos mémoires avant ou dans les marges de l'écriture et du savoir historique, question qui concerne nos imaginaires, aujourd'hui comme naguère. Question indissociable de cette autre. Comment nos mémoires collectives se sont-elles constituées ? C'est pour ces raisons qu'il convient d'examiner la mémoire des œuvres, entendues comme ce qu'on appelait naguère les œuvres de l'esprit, qui concernent les mythes, les légendes, l'art, la littérature, la musique et d'autres productions imaginaires que nous aurons l'occasion d'évoquer plus loin. Ces formes collectives que nous appelons œuvres ont pour fonction d'attribuer du sens au monde et à l'homme,
de justifier les actions humaines et de rendre compte des mouvements de l'univers. Les œuvres constituent en outre une mémoire, sinon intemporelle, du moins parallèle, qui appartient à cet autre temps, ou à cette autre dimension du temps qui relève du jadis et de l'immémorial dont nous serons amenés à parler. C'est de ce temps des œuvres dont parle Jacques Neefs dans un ouvrage collectif publié en 2001. Les œuvres d'art, de pensée, d'écriture passent ensemble dans la durée, elles s'appuient les unes aux autres, elles se différencient également par leur appartenance au temps qu'elles créent, au temps qu'elles portent en avant d'elles-mêmes. Leur vieillissement les fait revivre, dans la découverte et la réutilisation qui en sont faites par d'autres œuvres, dans l'espace des reconnaissances qui est la trame des créations. Comment ces œuvres, d'art, de pensée, d'écriture passent ensemble dans la durée, pour reprendre la formule de Jacques Neefs, perdurent-elles dans des contextes mémoriels complètement différents de leur production d'origine? C'est le cas notamment, de ce que nous appelons œuvres d'art, qui jouent un rôle mémoriel considérable jusque dans des formes de société dont elles ne sont pas issues. Nous pourrions par exemple, nous interroger sur la persistance des formes grecques et romaines en Europe, et ceci sans interruption depuis la chute de l'Empire romain jusqu'aux élans néoclassiques de la Troisième République. Persistance que Jacques Neefs résume ainsi: l'intenable présent qu'elle déplace avec elle dans le battement entre mémoire et préfiguration. C'est dire que notre intérêt quasi constant pour les ouvrages majeurs de la pensée et de la littérature de la Grèce antique, qui constitue assurément l'un des fondements de la civilisation occidentale, relève précisément de cet intenable présent dont parle Jacques Neefs. Laurence Baumer, dans Mémoire de la religion grecque 2010, mène une enquête archéologique sur le destin des œuvres monumentales de la Grèce classique à la fin de l'Antiquité. Il s'interroge notamment sur le devenir des temples païens à l'époque où le christianisme a conquis le bassin méditerranéen, ou sur la réutilisation dans les derniers siècles de l'Antiquité, d'œuvres datant de la période classique, réutilisation qui traduit par rapport à l'art du passé une attitude encore radicalement différente de la nôtre mais qui considère ces ouvrages comme des œuvres vivantes et toujours susceptibles de parler. À travers ces interrogations se pose de manière lancinante la question de la pertinence religieuse de ces œuvres païennes, dans un monde de plus en plus christianisé. C'est pourquoi il importe que nous saisissions les œuvres comme constituant le fondement mémoriel de toute culture, selon un processus que Jean Hassmann définit comme la structure connective qui a pour fonction de créer du lien spatial et temporel. Jean Hassmann postule 3 éléments à la source de toute mémoire collective. Le souvenir, en tant que rapport au passé, l'identité qui a recours à l'imaginaire politique, ces 2 éléments associés à un 3e que notre auteur définit comme continuité culturelle, dont résulte la formation d'une tradition. C'est dans l'unité de ces 3 éléments, souvenir, identité culturelle, formation d'une tradition, que s'opère le passage du jeu au nous, au souvenir et à la mémoire collective. L'enfant apprend à dire nous en s'intégrant dans une histoire et un souvenir qui donne forme et substance à ce nous. Rappelons le zone politikov d'Aristote, qui définit l'être humain comme celui des êtres vivants qui a la particularité de s'accomplir dans ce type d'organisation sociale que constitue l'État. Si l'homme a besoin de la communauté politique pour être, c'est qu'il ne peut constituer son être que dans le partage d'un savoir et d'une mémoire commun, associés à la langue et au système symbolique commun. D'où l'importance, non seulement des mots et des textes, mais également des rites, des danses, etc., qui constituent un mode de transmission et de commémoration du sens culturel. Et c'est justement cela, l'œuvre, le médium commun qui s'incarne dans des symboles et qui constitue la culture. Cela signifie qu'il n'est pas de perception, qu'il n'y a pas de regard sur le monde qui ne soit construit, doté de sens par une fonction symbolique. Qu'il s'agisse en somme de langage, de mythe ou de science, les formes, y compris les plus spontanées par lesquelles l'homme se saisit lui-même et pose son regard et sa pensée du côté du visible ou de l'invisible, tout cela relève de ces formes symboliques qui expriment et prolongent indéfiniment la longue mémoire collective. Nous appellerons ainsi œuvre ce qui se constitue au cœur de l'identité, de la communication et de la culture. Il s'agit essentiellement des mythes, des sagesses et plus généralement des chemins de vie, puisque c'est ce que signifie Tao. La référence au Tao, si essentielle à la plus ancienne mémoire écrite de l'Extrême-Orient, paraît intéressante pour signifier le sens le plus profond à accorder à la mémoire collective. Qu'il s'agisse du Tao Te Ching attribué à Lao Tse,
Mais le Tao relève plus probablement de l'immémorial de la Chine, ou qu'il s'agisse encore du classique livre des Odes ou livre des poèmes dont Marcel Granet faisait naguère la matrice de la mémoire chinoise, nous avons affaire à des poèmes qui, comme c'est la fonction essentielle de la poésie, qu'il s'agisse de Confucius ou d'Homère, de la Bible ou des poèmes de Ronsard, de Hugo ou de Mallarmé, constituent les bases de L', ordonnancement du monde dans lequel les hommes inscrivent et organisent les sociétés. Ce sont en somme autant de formes de tradition qui répondent à la question « Qui sommes-nous » Cette mémoire des œuvres, si vitale pour la préservation des sociétés humaines, ne tient pas seulement à la langue, d'abord orale, ensuite écrite. Les historiens de l'art nous ont précisément appris qu'une image n'est pas le fruit de l'invention solitaire d'un individu, qu'elle appartient à un réseau d'images plus vaste, qu'elle a un rapport privilégié avec des textes, et qu'elle participe plus généralement d'une culture de l'image. C'est par exemple le domaine de l'iconologie qu'inaugure en France le livre d'Erwin Panofsky à la fin des années 60. Dans notre histoire de l'art, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.